Sud Radio Sport. Les vraies voix du sport. Dans un gros quart d'heure, on va parler rugby en compagnie de Philippe Spanghero, puisque vous le savez, demain matin, 8h en direct du Japon, ce sera un Japon-France de rugby. Un match après le grand chelem de nos Bleus, même si c'est des Bleus peut-être un peu à prime. On en parlera, mais tout de suite, c'est l'arrivée du Tour de France. Elle vient d'avoir lieu et on va décrypter le Tour de France 2022 avec nos consultants Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente. Sud Radio fait son Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France avec nos deux consultants qu'on est très heureux de retrouver comme chaque année. Salut Vincent Barthaud. Salut à tous. Je parie que tu es toujours dans une forme olympique. Oui, on prend de l'âge comme tout le monde, mais ça va, on essaie de s'entretenir. Et salut Pascal Chanteur, je parie que toi aussi tu es dans une forme olympique. Écoutez, j'essaye, mais un petit peu plus de mal que Vincent. Alors, on va déjà commencer par parler de l'arrivée de l'étape, le prologue à Copenhague, un prologue de 13 km 200, doublé belge avec Yves Lampaert qui finit premier en 15 minutes 17, 5 secondes derrière lui Wout van Aert et le troisième, le double vainqueur du Tour, Tadej Pogačar. Une surprise, Pascal ? Alors oui, bien sûr, une surprise, même si on connaît les compétences de Yves Lampaert dans cette discipline. Il a déjà été champion de Belgique. C'est un très très bon coureur. Mais quand on voit les performances de Wout van Aert, de Ganna et de Pogačar ces derniers temps sur ce genre de discipline qu'est le contre-la-montre individuelle, eh bien c'est vrai que Yves Lampaert a fait un superbe parcours au milieu du parcours et ça lui a donné la victoire. Vincent, surprise avec Yves Lampaert premier ? On pensait vraiment pas forcément l'attendre à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il a quand même bénéficié de certaines meilleures conditions que Wout van Aert, que Pogačar et que Ganna. C'est ce qui lui a fait faire un petit peu la différence des 5 secondes, mais on le sait tous dans le milieu du vélo que c'est un coureur qui a des grosses qualités contre la montre, mais il a bénéficié quand même des bonnes conditions climatiques par rapport aux autres favoris. Alors justement, on va parler de ce tour et on parlera pour conclure de l'étape de demain. Pascal Chanteur, ce tour, c'est plus un tour pour grimpeur, pour rouleur ou pour quel type de coureur ? Moi, je dirais que c'est un vrai tour de grimpeur quand même, parce que il va y avoir énormément d'arrivées au sommet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Rendez-vous compte que vous avez dans les Alpes 4 arrivées au sommet et dans les Pyrénées 2 arrivées au sommet. Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas vu ce genre de choses. Quand on sait les caractéristiques qu'une arrivée au sommet peut procurer dans un classement général. Donc je dirais pour les grimpeurs, en sachant quand même qu'on a une première semaine tonitruante avec ce départ à Copenhague au Danemark, avec des difficultés, que ce soit le vent et autres, mais et bien sûr les pavés qui vont être en fin de semaine prochaine. Les pavés du Nord. Vincent, tour pour grimpeur ou pour rouleur plutôt ? Mais il faut être complet, vous savez, quand on gagne le Tour de France, qu'on arrive en jaune à Paris, on est complet, on sait aussi bien grimper que rouler. Sprinter, c'est un peu moins important parce que voilà, mais il faut vraiment être bon grimpeur et rouleur. C'est deux catégories de choses qui vont forcément ensemble. Mais ce qui fait la différence cette année, ce Tour-là, je pense que les dernières années, les favoris avaient tendance à prendre cette première semaine tranquille, dans les roues, on s'était plutôt réservé aux sprinteurs. Et là, Pascal l'a bien dit tout à l'heure, il va falloir être prêt dès tout de suite, dès l'arrivée à Dunkerque, déjà Copenhague, il l'a dit, et beaucoup de vent et tout, demain, ça va pas forcément être évident, mais surtout cette étape Lille-Arenberg qui va vraiment faire peur à tout le monde. C'est une première semaine où les favoris vont laisser du jus, et puis tout de suite, on va arriver à la planche des belles filles, on va partir tout de suite dans la montagne. C'est ce qui fait la différence, c'est que depuis le début du Tour de France, il faut être en pleine forme de ses moyens, en pleine forme physique. Alors justement, on va parler, l'an dernier, il y avait beaucoup de Pyrénées, il y avait pas mal d'Alpes. Cette année, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire, plus d'Alpes que de Pyrénées, avec notamment des arrivées à Megève, au col du Granon et à l'Alpe d'Huez, Vincent.
Oui, c'est parce que on arrive du côté du nord, donc voilà, ils ont décidé de passer par la Suisse, par Megève, par Genève avant, Lausanne. Mais vous savez, le Tour de France, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, d'où vous partez, ça reste toujours très difficile. Il faut savoir être prêt dès les premiers jours, et c'est ce que pratiquement maintenant les principaux favoris arrivent à faire. Pascal, c'est un peu plus d'Alpes que de Pyrénées cette année. Ça se grimpe de la même manière, une difficulté alpine ou pyrénéenne, une arrivée au sommet, l'Alpe d'Huez et du Sardiden, c'est très différent, ou un col mythique comme le Galibier et le Tourmalet, c'est très différent? Disons que les purs grimpeurs disent que les Alpes, même si les pourcentages sont pratiquement identiques que les Pyrénées à certains moments, mais c'est quand même relativement uniforme dans les Alpes. Alors que les Pyrénées, c'est assez casse-pattes, comme on dit dans le jargon. Il y a des pourcentages différents. Vous pouvez faire 1 kilomètre à 4% et immédiatement derrière 500 mètres à 8%, et ça tout le long du col. Donc les purs grimpeurs disent que c'est totalement différent. Et d'ailleurs, on voit souvent même les grands rouleurs s'adapter plus facilement dans les Alpes que dans les Pyrénées. Vincent veut réagir, oui. Oui, je pense surtout ce qui fait la différence, c'est surtout l'état de fraîcheur. On a beau arriver du côté de l'ouest ou autre, mais c'est l'état de fraîcheur quand on aborde la réelle difficulté, que ça soit les Alpes, que ça soit les Pyrénées. C'est à l'état de fraîcheur où on arrive. Tous les cols sont difficiles, que ça soit l'un ou l'autre. Quand vous êtes sur le vélo, tous les cols sont durs. Mais c'est surtout la façon dont on les aborde. Tout dépend si on a déjà fait 10 jours de course avant ou autre, mais ça reste toujours très difficile. Pour vous, quelles vont être les étapes clés, les garçons? Pascal, l'Alpe d'Huez comme d'hab? Alors non, première chose, déjà, je peux vous dire que demain, il va y avoir un grand spectacle, parce que les 20 derniers kilomètres, vous êtes sur un pont, avec de l'eau à droite et à gauche, et je peux vous dire que s'il y a du vent latéral, il va y avoir du spectacle. Je parle sportivement, ça va être quelque chose d'énorme. Donc déjà, demain, on va être dans le vif du sujet. Après, je dirais l'île à Rambert, comme l'a dit Vincent, c'est clair que ça va être quelque chose de très important. La 7e étape, l'arrivée à la super planche des belles filles, bien sûr, parce que ça va être la première étape de montagne. Après, vous avez les arrivées en haut des cols comme Châtel, les Portes du Soleil. Et puis les Pyrénées, je dirais Péragudes, l'arrivée à Péragudes, et bien sûr le dernier contre-la-montre, c'est-à-dire la veille de l'arrivée à Paris, à la Capelle Marival Rocamadour, 40 km de contre-la-montre individuelle. C'est des étapes clés. Même opinion, Vincent, sur les étapes clés? Oui, exactement. Mais quand je vois quand même le prologue d'aujourd'hui, et que je vois l'état de conditions exceptionnelles de Pogačar, qui, avant de se faire surprendre par Yves Lampaert, a rivalisé avec les meilleurs et n'était qu'à 2 secondes de Wout van Aert sous la pluie, en ne prenant pas de grands risques, mais en faisant des relances dans les virages extraordinaires où elle roulait vraiment très très vite. Je pense qu'il va être difficile à battre, Pogačar. Vraiment, il nous le prouve. On n'a pas forcément besoin d'attendre encore la planche des belles filles. Là, il nous a montré qu'aujourd'hui, il était super prêt. Et que ça va être vraiment le mec qu'il va falloir essayer de battre et qui va être difficile à battre. C'est le grand favori pour Vincent. C'est votre grand favori, Pascal? Pogačar? Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Vincent. Vous savez, dans le monde du cyclisme, on dit toujours que lorsqu'on réussit un très bon prologue, en général, c'est de très bon augure pour la suite. Donc je dirais que Pogačar est l'homme à battre. Alors quels sont les autres favoris après Pogačar? Roglic? Alors oui, forcément, il y a toujours Roglic. Cette équipe, d'ailleurs, Jumbo est vraiment très impressionnante. Ils viennent de placer 3 coureurs dans les 10 premiers. Mais non seulement il y a Roglic qui va être un adversaire numéro 1 aussi de Pogačar, puisque Roglic vient de gagner le Dauphiné libéré. Il a un équipier qui s'appelle Vingegaard, qui était chez lui aujourd'hui. C'est un Danois qui a fait aussi un excellent prologue aujourd'hui, puisqu'il termine pratiquement parmi les premiers, et il devance non seulement Roglic. Il y a Wout van Aert qui finit 2e. Cette équipe est vraiment très forte. Et en parlant des favoris, pour finir rapidement, vous avez aussi Geraint Thomas, le coureur de l'équipe Ineos, qui vient de gagner le Tour de Suisse.
et puis d'autres. Donc automatiquement, je pense que tous ces coureurs-là, on risque de les retrouver sur l'arrivée aux Champs-Élysées. Même opinion, Pascal, les autres favoris après Pogacar, grand favori donc pour tous les deux, Roglic et Geraint Thomas après sa victoire dans le Tour de Suisse, a quand même 36 ans, un bel âge pour un cycliste. Ouais. Oui, tout à fait. Alors moi, exactement pareil que Vincent. Les grands esprits se rencontrent. Hein. On en saura, ouais, je sais pas, mais en tous les cas, je pense que cette semaine va être hyper importante. Parce que même si celui qui gagnera le Tour de France le 24 juillet ne sera pas connu à la fin de la première semaine, mais peut-être qu'on en connaîtra certains qui l'ont déjà perdu. Ah oui, donc la première semaine va être quelque chose de très important. Et comme on l'a dit depuis le début, les premières étapes qui vont être au Danemark et l'étape qui va fermer le nord de l'Europe avec l'étape de Lille à Rambert, ça va être quelque chose. Le soir de Rambert, on en saurait déjà beaucoup. Et c'est dans quelques jours. Alaphilippe absent, quels sont les Français qui peuvent briller, Pascal ? Bah écoutez, on a Martin. On a le coureur de la Cofidis qui a la possibilité de faire de bonnes performances. On a Bardet. Bardet va être présent. Il a été performant sur le Giro. Il a eu des petits soucis de santé, donc il a été dans l'obligation d'abandonner. Donc il arrive quand même avec un certain état de fraîcheur. Donc voilà. Après, je pense que ça soit Pinot ou que ce soit Vincent et moi, le coureur de la Française des Jeux, sera aussi Gaudu sera aussi bien sûr en forme. Donc on attend de belles choses de la part des Français. Pour le classement général, certainement dans un deuxième peloton, mais dans les 10 premiers du général, bien sûr. Et surtout pour des victoires d'étape, parce que Pinot, Gaudu, Martin, je pense qu'ils sont surtout là pour les victoires d'étape. Et on l'a vu lors du Dauphiné, ils étaient présents. Le Dauphiné, c'était un petit peu le prologue du Tour de France, et au Dauphiné, ils étaient tout à fait présents. Vincent, on a compris que le successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 85, c'est pas pour cette année. Quels Français peuvent briller ? Franchement, pas grand monde. Hein, pas grand monde. On arrive à une période où, que ça soit Martin, Bardet, le petit Pinot, ils ont pratiquement plus de 30 ans. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux et qui leur sont supérieurs. Le petit Gaudu, il va récupérer cette année la place de leadership, c'est Groupama FDJ, donc il va avoir une certaine responsabilité, puisqu'a priori Pinot va se mettre à son service. Ouais, donc je pense qu'on va avoir du mal vraiment à briller. On a vécu des belles années, hein. Hinault, Fignon, 83, on a gagné les Tours de France, et là on a du mal à revenir. Et je pense que derrière, il y a le petit Grégoire, on parle d'un petit Grégoire là qui est avec la FDJ en tant que stagiaire. On parle beaucoup de lui pour que ça soit le nouveau Bernard Hinault, mais je crois qu'on va attendre encore un petit moment. Alors demain, étape de 202 km entre Roskilde et Nyborg. Vous me passerez l'accent. Un favori, ce sera un sprinter ? Alors je prends la parole vite fait, Pascal. Je suis pas sûr que ça soit une arrivée au sprint. Hein. Pascal l'a très bien expliqué tout à l'heure. Avec ce fameux pont, on va être en hauteur de la mer. Il risque d'y avoir beaucoup de vent. Il ne restera plus que 6 ou 7 km de l'arrivée. Il peut y avoir des bordures. C'est pas sûr que ça soit un sprint groupé. C'est pas sûr. Même avis, Pascal ? Oui, comme je vous l'ai dit, 181e kilomètre, il y en a 202, c'est-à-dire 20 km. Il va y avoir 20 km de grands spectacles. Il va falloir écouter la radio parce que ça va être sympa, je pense. Et ce sera sur Sud Radio avec nos deux consultants, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à tous les deux. On va passer 3 belles semaines ensemble et avec les auditeurs de Sud Radio. Tout de suite, on va passer de la petite reine à l'Ovalie en compagnie de Philippe Spanghero, puisque demain, les Bleus jouent au Japon, contre le Japon. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette composition d'équipe de France. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Sport. Et après le cyclisme, on va parler rugby. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe, salut à tous. Tournée des Bleus au Japon avec demain 8h le premier Japon-France depuis Aichi. Alors justement, quand on regarde la composition, mon cher Philippe, est-ce que c'est une équipe de France
A, A prime ou B quand on voit qu'il manque Dupont, Ntamak, qu'on va pas faire Baye, Marchand, qu'on va pas faire toute la liste? C'est plutôt une A-prime parce que malgré l'inexpérience générale, puisqu'il y a une moyenne de 10 sélections dans le 15 de départ qui sera aligné demain, c'est quand même très différent du scénario qu'on avait connu en Australie l'été dernier. On sait que ces tournées d'été, elles sont toujours difficiles à constituer parce que en fonction du calendrier, elles partent plus ou moins tard dans la saison et avec plus ou moins de joueurs qui sont encore en compétition en phase finale du championnat. Donc, a priori, les joueurs qui composent les meilleures équipes. Donc, cette année, elle part quand même un peu plus tard que la saison dernière avec des joueurs qui ont quand même joué les premiers matchs de phase finale. Donc, il y a une composition intéressante avec quelques nouveaux. La politique de l'homme en forme respectée par rapport à la bonne saison, notamment du troisième ligne du Racing Tanga, du deuxième ligne Jolmes, qui a fait une très grosse fin de saison avec son club, avec Bordeaux. Et puis, il y a des sujets intéressants, comme le retour de Vakatawa, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, parce qu'au centre du terrain, la hiérarchie, elle a beaucoup bougé et très vite en équipe de France, puisque avant sa blessure, Arthur Vincent s'était installé, et puis on l'a oublié très vite, parce que après la blessure aussi de Vakatawa, autour de Ficou, qui lui est resté l'élément central, on a eu Danti, qui a été auteur d'un très bon tournoi. On a eu Moefana, qui a aussi marqué des points. Donc, c'est un poste stratégique et dans lequel il y a une concurrence particulière. Et puis après, on peut noter aussi Jaminet, qui s'installe vraiment à l'arrière et au fond du terrain de cette équipe de France. Justement, j'avais prévu de t'en parler plus tard de Jaminet, mais l'an dernier, c'était la tournée en Australie à la même époque, avec une équipe, on peut le dire, à prime aussi, tu seras d'accord. Et on avait découvert un Melvin Jaminet qui n'avait pas joué un seul match de top 14, qui jouait à l'USAP, qui venait de monter de Pro D2 en top 14, justement. Est-ce que tu imagines dans cette tournée un nouveau Melvin Jaminet débarquer, Don Sezou, et qui ça pourrait être? Dans ce contexte-là, non, parce que Melvin Jaminet, comme tu le disais, arrivé de Pro D2, s'était installé à peine quelques mois, même pas 2 saisons précédemment avec l'USAP en Pro D2 avant d'intégrer l'équipe de France. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs dans ce cas-là. Il y a un joueur qui a gros à jouer malgré tout pour moi, c'est Maxime Lucu, parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'être en concurrence avec un joueur comme Antoine Dupont qui prend tellement de place. Mais malgré tout, on l'a vu auteur lui aussi d'une très très grosse saison et particulièrement d'une très grosse fin de saison. Et l'association à Jalibert, avec cette connexion qu'ils ont en club, on a vu à quel point elle pesait cette charnière dans le jeu de l'UBB. Et lui, clairement, il joue gros pour s'assurer une place de doublure derrière Antoine Dupont, parce que certains observateurs disent même qu'il pourrait venir bousculer la hiérarchie à un an de la Coupe du Monde et venir même mettre la pression sur Antoine Dupont. J'y crois pas. Par contre, il y a vraiment une place de numéro 2 à aller chercher et à arrêter là à un an de la Coupe du Monde, notamment dans son duel à distance avec Couillou. Justement, en général, une charnière, ça marche à 2, hein, ça ne s'invente pas. Hein. C'est un couple, un 9, un 10. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une charnière titulaire, c'est la charnière toulousaine Dupont-Ntamak, et une charnière de substitution Lucu-Jalibert, finalement? Est-ce que la hiérarchie, elle n'est pas déjà faite dans ce domaine? Alors, à la fois, on est proche et loin de l'échéance. Il y a une tournée d'été qui va nous donner quelques enseignements sur peut-être des joueurs qui vont venir bousculer la hiérarchie. Il y a une tournée d'automne qui va être très intéressante à suivre, avec vraiment des grosses confrontations. On va retrouver le Japon, mais on retrouve les Sud-Africains, champions du monde en titre, et l'Australie, qui se refait quand même une santé. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir les choses se dessiner pour moi. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on a parlé d'Antoine Dupont. Pour Romain Ntamak, malgré son gros tournoi, c'est un peu moins évident. Il a pu s'installer parce que Jalibert a eu aussi beaucoup de pépins de santé et a manqué une grosse partie de la saison avec l'UBB, du coup avec l'équipe de France. Mais on a vu quand même Jalibert avoir un niveau avec l'UBB
qui peut poser question dans sa concurrence à Romain Ntamak pour moi. On a vu que le staff même avait du mal à trancher entre les deux et à tester sur la dernière tournée d'automne au départ une association avec Romain Ntamak décalé au centre du terrain pour laisser Jalibert en 10. C'est quand même dire que le staff a du mal à trancher entre les deux. Donc, je suis un peu moins catégorique en disant que voilà, la charnière toulousaine est installée. Je crois que pour Antoine Dupont, c'est un peu plus vrai. Romain Ntamak est quand même sous la pression de la performance de Jalibert. Alors justement, on va parler d'un grand retour, celui de l'ancien capitaine de l'équipe de France, Charles Olivon, après une grosse blessure. Il s'est fait les croisés. C'est une bonne surprise, ce retour de Charles Olivon. Il sera là en 2023 ? Je pense qu'il sera là parce que d'abord, c'est un athlète assez hors norme. J'en avais parlé, je me souviens, à l'époque avec Nicolas Jean-Jean, un de mes amis qui est préparateur physique de l'équipe de France et qui était impressionné par le garçon en préparant la Coupe du Monde de 2019. Il arrivait de nulle part, il revenait à nouveau d'une très très grosse blessure. Je crois que c'est vraiment un athlète assez hors norme et qui avait pris quand même sa place dans le vestiaire. Alors, c'est pas toujours évident quand il y a trop de leaders, mais cette équipe de France, je crois qu'elle a la capacité à avoir beaucoup d'hommes forts parce que le groupe est tellement sain que ça crée plutôt de l'émulation plutôt qu'une concurrence malsaine. Et donc, Olivon avait quand même, au-delà de sa place sur le terrain, un poids dans ce groupe. Donc ça, il va le retrouver assez rapidement. On a vu sur sa fin de saison au RCT qu'il avait retrouvé un niveau de jeu très élevé. Cette tournée, elle est quand même un peu risquée pour lui parce qu'elle va se passer dans des conditions climatiques pas simples pour l'équipe de France parce qu'il fait très chaud au Japon, il y a un taux d'humidité qui est très élevé, on n'est pas habitué à ça. Donc, il va y avoir plus de water break que même ce qu'on a connu pendant les phases finales du top 14 pour que les organismes arrivent à s'habituer à ça. Mais enfin, c'est quand même pas simple. Et en tous les cas, Charles Olivon va être regardé de près et joue gros. Donc, il va être obligé de faire une grosse prestation et de fournir une grosse tournée. Mais quand on regarde cette équipe à prime, il y a quand même du beau monde. Tu vois la première ligne, gros, Movaka, Bamba. Movaka qu'on présente pas, Bamba, gros. On a même remplaçant Bourgarit comme talonneur, juste champion d'Europe. Il a des problèmes de riche quand même, Fabien Galtier, non ? Le rugby français a des problèmes de riches comme on n'en a jamais connu. Ah oui, ça c'est vrai. Donc voilà, il faut savoir le souligner, il faut savoir s'en réjouir et le savourer. C'est aussi, je crois, le fruit d'une vraie réforme qui a été menée il y a quelques années maintenant sur ce qu'on appelle les GIF, les joueurs issus de la formation française. Au départ, les clubs ont essayé de contourner un peu cette règle. Ils sont quand même plutôt rentrés dans le rang. On a aussi la chance d'avoir un championnat de deuxième division de Pro D2 très compétitif, qui est un très très bon laboratoire. Il y a quand même plusieurs joueurs de cette équipe de France qui sont passés par la Pro D2. Donc c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui on a un réservoir assez exceptionnel. Pour l'instant, encore une fois, cette émulation elle est positive parce que c'est assez exceptionnel de voir à quel point il peut y avoir des interrogations à un an de la Coupe du Monde à tous les postes. Ça ne nous est jamais arrivé. C'est vrai. Donc, c'est très intéressant, même dans la façon de manager du staff, parce qu'ils n'ont pas besoin de parler beaucoup et de mettre la pression aux joueurs. Ils savent très bien les uns et les autres qui sont en danger jusqu'au bout. Donc, on est à la fois proche en termes de temporalité, mais loin, parce qu'il y a cette tournée d'été qui va amener quelques réponses. Et puis, en novembre, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que il va se passer peut-être une ou deux surprises sur le tournoi, mais le tournoi si proche des Coupes du Monde est plutôt une répétition et pas un moment où on vient chercher des nouvelles pépites ou des certitudes. La France gagne demain ? Ouais, je vois la France gagner parce que on est resté sur une image assez élevée du Japon, qui est quand même une équipe qui a beaucoup grandi, qui a intégré le top 10 mondial. C'est quand même pas rien. Au classement IRB 2022, elle est 10e. Nous, équipe de France, on est 3e. Il y a quand même un écart de niveau assez important. Cette équipe de France, encore une fois, malgré sa jeunesse, elle a quand même de l'allure avec des joueurs de très haut niveau.
qui jouent tous gros, donc je pense qu'on va gagner. Je vois la France s'imposer demain. Ouais. Merci à toi Philippe Spanghero et allez les Bleus demain au Japon. C'était ma dernière des vraies voix pour cette saison parce qu'à partir de lundi, je serai en matinale pour remplacer Patrick Roger en compagnie de Cécile de Ménibus. Je vous remercie, vous avez été toujours plus nombreux cette année à être en notre compagnie et je dois vous l'avouer, j'ai passé de merveilleux moments en votre compagnie avec les vraies voix. Tout de suite, Yvan Cujous, le Loft avec Nicolas Perrac.